Ça, c'est l'entête. Je le reprends parce qu'elle est fondamentale. Vous allez me dire, bon, et après? Non, l'entête, elle est fondamentale. Pour quelle raison? Parce que tout simplement, c'est déjà le cachet, c'est le sceau de notre département et de notre faculté. Bien, ici, qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'intitulé du document plus l'année concernée. Donc, syllabus de cours 2023-2024. Ensuite, nous avons le logo de l'université, s'il vous plaît. J'ai une horreur lorsque je vois un document et le logo de l'université est à la fois à gauche et à droite. Notre université, c'est l'entité responsable. C'est l'équivalent de l'éditeur ou de l'éditrice. Et puisque nous sommes en français, le point de départ, je vous le dis, c'est la gauche à la droite. Donc, puis c'est la première responsable, c'est l'entité responsable, donc elle se trouve à gauche. Le logo, il se trouve à gauche. Bien. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la faculté d'affiliation. Donc ici, directement, on attire l'attention faculté des lettres et des langues en gros caractères. Et ensuite, en caractère beaucoup plus réduit, donc notre université. Nous avons aussi le logo du département. Donc à droite parce que c'est le point d'arrivée. Nous avons aussi les siècles concernés. Ça, c'est donc, c'est vous qui avez fait le langage de texto. Oui. Je ne savais pas qu'on avait tiré un logo. Vous le saurez maintenant. On va vous donner ce logo. Bien, et ici par exemple, qu'est-ce que vous constatez? Il s'agit simplement de voir que c'est le syllabus de cours des M1. Et bien entendu, c'est au niveau du semestre concerné, c'est le semestre 1. Vous voyez, ça nous permet donc le même formulaire de l'utiliser à plusieurs reprises. Vous voyez, c'est-à-dire à chaque fois, on n'a pas besoin de... Vous voyez, il suffit de... Et là, c'est important, donc c'est l'entête. C'est l'entête, mais il faudrait aussi que cette entête il soit unifiée. Il faudrait que ce soit le même. Pour quelle raison? Parce que je vous l'ai dit, c'est le cachet, c'est le sceau tout simplement de notre département. Bien entendu, nos collègues de l'ENS, ils peuvent directement s'en inspirer. Voilà. Ensuite, l'identification du cours, ce qui permet de l'identifier. Donc, qu'est-ce que vous avez dans un premier temps? C'est le type d'unité d'enseignement. Et là, qu'est-ce que nous avons? Donc, soit c'est un enseignement, c'est l'unité fondamentale, l'unité méthodologique, l'unité transversale ou de découverte. En ce qui nous concerne ici, il s'agit tout simplement de l'unité de méthodologie. Juste une parenthèse, il y a certains spécialistes à l'heure actuelle qui sont contre l'idée d'une unité transversale. On leur a expliqué que l'unité ou l'intérêt de l'unité transversale, c'est d'avoir des matières en commun, telle que celle qui est préconisée à l'heure actuelle par notre ministère de tutelle pour la mise en place d'un enseignement à distance. Donc cet enseignement à distance qui prend le français, l'anglais et l'informatique comme étant des matières transversales. Sauf que certains nous disent que ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible d'avoir quelque chose en commun parce que les spécialités, elles sont tout à fait différentes. Bon, c'est un point de vue universitaire. Et c'est pour cela aussi qu'il faut faire la différence entre l'unité transversale et l'unité de découverte. L'unité transversale, c'est ce que les spécialités peuvent avoir en commun, ce qui peut leur être utile. Donc, quelle que soit votre spécialité, vous avez besoin de maîtriser une langue. Quelle que soit votre spécialité, à l'heure actuelle, vous avez besoin de maîtriser l'outil informatique. Vous voyez? Alors que l'unité de découverte, non, c'est une fenêtre. C'est une fenêtre que vous ouvrez sur le paysage qui se propose ou qui se retrouve sous vos yeux. Bien, donc ici, l'intitulé précis du cours, méthodologie de la recherche universitaire. Donc l'intitulé précis plus son code. Le code, bien entendu, que vous trouvez sur le programme officiel. Donc UEM1, donc sciences du langage MRU. Et puis le découpage du cours, donc il concerne les détails du cours. Vous voyez, donc le type de cours, soit c'est un cours magistral, soit un TD, soit un TP. Nous, en langue, nous n'avons pas de TP. Nous avons des travaux dirigés et non pas des travaux pratiques. Ou autre formule, le nombre de crédits et enfin le coefficient. Et là, j'attire votre attention sur une chose, c'est qu'il y a un lien direct entre le nombre de crédits et le coefficient. Plus le nombre de crédits est important, plus le coefficient est élevé. Vous avez aussi, donc le nombre de crédits plus le coefficient, le volume horaire global, et entre parenthèses, son équivalent au nombre de semaines.
puisque vous savez, selon les textes, en fait, l'année universitaire, elle est composée de 32 semaines, soit 16 semaines par semaine. Bon, il se fait que dans la réalité des terrains, il n'y a pas véritablement ce nombre. Et on fait la distribution du volume horaire global selon le type de cours. Ici, par exemple, pour un même groupe, nous avons 1h30 de cours magistral et 1h30 de TD. Pourquoi est-ce que j'ai mis H et je n'ai pas mis 2 points? À 1h30, j'aurais pu mettre 1, 2.30. Non, ça c'est l'heure. Eh oui. À l'heure actuelle, non, c'est faux justement, s'il vous plaît. Lorsque vous mettez H, c'est la durée. Lorsque vous mettez les 2 points, à l'heure actuelle, on peut le faire, c'est tout simplement l'aspect ponctuel. D'accord? Donc lorsque ce qui vous intéresse, c'est la durée, mettez un H. H minuscule. H minuscule. Parce que si vous êtes un scientifique, le H minuscule, c'est l'hydrogène. Oui, l'hydrogène. Donc H minuscule. Tout cela, c'est des aspects sur lesquels on va. Bien, les informations concernant l'enseignant-chercheur. Bien, les coordonnées de l'enseignant-chercheur. Les coordonnées, pour quelle raison? Les coordonnées, ce qui est intéressant, ce n'est pas uniquement pour nos propres étudiants. C'est encore une fois dans un souci de visibilité, de visibilité. Rien n'empêche, par exemple, un collègue étranger de faire appel à vous. Rien n'empêche, par exemple, de vous demander d'intervenir lors d'un séminaire, d'un congrès, d'un colloque, etc. Donc ce n'est pas simplement pour mes étudiants. C'est à la fois pour mon institution, pour mon département, mon université, ma faculté, mon ministère, mon pays, mais aussi pour l'international. Bien, donc le contact avec l'enseignant, l'enseignant-chercheur en plus fois. La disponibilité aussi de l'enseignant-chercheur. Nous devons être disponibles. Pourquoi? Pour assurer logiquement à la fois le tutorat et puis consacrer des heures de consultation à nos étudiants. Ce que nous oublions parfois. Il doit y avoir des heures de consultation. Je ne parle pas des consultations après les examens. Non, des moments de consultation. Donc c'est pour cela que aussi les mails. Les mails, s'il vous plaît, vous l'avez constaté, j'ai utilisé une autre couleur. J'ai utilisé une autre couleur. Ça doit être les mails professionnels. OK? Les mails professionnels où il y a l'entité d'affiliation. Autrement dit, @uni.wirglass.dz. Ne mettez pas le Gmail. Ne mettez pas le Yahoo. Ne mettez pas de sous. C'est l'université de wirglass.dz. Monsieur Khannour est là. Lorsque nous étions au niveau du vice-rectorat en tant que responsable des relations extérieures, nous avions eu des collègues de l'économie qui se sont rendus aux États-Unis. Vous avez demandé un certain nombre de documents, de rencontres, etc. Et bien entendu, l'université américaine nous a contactés pour nous demander si effectivement on reconnaissait que c'était nos enseignants. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas utilisé le mail professionnel. C'est pour cela que dans vos, j'allais dire tout simplement, dans vos correspondances professionnelles, c'est les mails professionnels. Bon, vous allez me dire, Zimbra ne marche pas, etc. Si, à l'heure actuelle, même si Zimbra lui-même, on peut faire un renvoi par l'intermédiaire de Gmail. De Gmail, oui. Par l'intermédiaire de Gmail. Mais c'est toujours univoque, donc l'adresse mail professionnelle. Et enfin, pourquoi? Parce que tout cela, finalement, suppose un engagement professionnel de notre part. Et ici, ce qui nous intéresse, c'est à la fois un aspect éthique et déontologique. La différence entre l'éthique et la déontologie, c'est que la déontologie, c'est l'ensemble des règles qui président un corps de métier. Et en termes de déontologie, vous n'avez pas le choix. Soit vous adhérez, soit vous quittez. L'éthique, non. L'éthique, vous avez cette appréciation générale, cette faculté de faire le bien entre le mal et vous décidez. Si vous l'adoptez, vous ne l'adoptez pas. Mais en termes de déontologie, non. Vous n'êtes pas libre. La description du cours. Pour la description du cours, s'il vous plaît, nous avons d'abord le type précis d'objectif. Et ici, nous avons les objectifs généraux. Bien. Ce que vous remarquez aussi, c'est que puisqu'il va y avoir une énumération, et généralement, je vous l'ai toujours dit, pour un titre, il n'y a pas de ponctuation finale, sauf pour les besoins de la pédagogie.
Et c'est dans ce sens-là, c'est pour cette raison que j'ai écrit objectifs généraux et j'ai mis 2 points. Parce que je vais énumérer et citer. Ici, dans un premier temps, j'ai 9 objectifs. Vous voyez, j'ai 9 objectifs généraux. Là, ce sont les détails des objectifs. Une remarque. Toujours utiliser un verbe à l'infinitif. De préférence, un verbe d'action pour exprimer concrètement un objectif. C'est une règle en français. Ce n'est pas la peine de faire toute une phrase. Non, commencez par le verbe à l'infinitif. Pour l'arabe et l'anglais, ce n'est pas tout à fait la même chose. En anglais, ils utilisent le substantif. En arabe également. En français, c'est un verbe à l'infinitif et de préférence un verbe d'action. Bien. Ici, par exemple, qu'est-ce que nous avons comme objectifs généraux? N'oubliez pas, c'est par rapport au module à la matière méthodologie de la recherche universitaire. Nous allons permettre à l'étudiant de master de valoriser sa pensée. Et s'il vous plaît, les objectifs doivent être exprimés de manière concise, précise. Et vous êtes responsable de chacun des termes que vous utilisez dans la formulation. Puisqu'il suffit tout simplement de changer un terme et c'est l'objectif qui est bouleversé. Ok? Je pourrais mettre, par exemple, permettre à l'étudiant de master 1 de décliner. Sauf que décliner et valoriser, ce n'est pas la même chose. Ok? Bien. Et d'ailleurs, quand est-ce que je peux valoriser ma pensée? Si et seulement si j'ai une pleine conscience des choses. Ensuite, maîtriser les règles et les principes de confection de travaux de recherche, par exemple le cas du mémoire ou de la thèse de doctorat. Maîtriser les règles de gestion du travail universitaire et académique. Certains estiment que le terme académique il est péjoratif. Ça dépend de quel pays francophone. D'autres, ils pensent que universitaire et académique, ce sont 2 termes équivalents. Donc, on utilise universitaire par rapport à l'université et académique lorsqu'il s'agit d'un enseignement qui peut être aussi donné en dehors des murs de l'université. Donc, permettre à l'étudiant de Master 1 de pouvoir s'auto-évaluer. Et là, vous le constatez. À chaque fois, nous précisons bien Master 1. Pourquoi? Parce que j'ai bien précisé au niveau de l'entête qu'il s'agit de la matière méthodologie de la recherche à destination des étudiants de Master 1, semestre 1. Donc, quitte à répéter, en français, on nous a toujours appris qu'il fallait éviter la répétition, recourir aux synonymes. Mais ça provoque des ambiguïtés. Dans la démarche anglo-saxonne, non. Si je dois répéter 36 fois, je répéterai 36 fois. Pourquoi? Pour éviter ces difficultés de compréhension, pour être précis, pour avoir toujours la même exactitude. Bien, donc connaître les grands principes de la déontologie de la recherche universitaire. Et remarquez ici, j'ai utilisé déontologie plutôt que éthique. Parce que nous sommes dans un cadre contraignant, institutionnel. Soit vous respectez les règles. Ça vous serait... ah oui. C'est une obligation. Vous n'avez pas le choix. Maîtriser, nous relativisons les choses. Maîtriser suffisamment. Pourquoi? Parce qu'il n'existe pas de maîtrise absolue. Et c'est pour cela qu'on l'a dit tout à l'heure, nous devons évaluer. Donc je dois avoir une idée précise. Je n'attends pas de mes étudiants une maîtrise absolue. Ce n'est pas possible. Mais en tout cas, une maîtrise suffisante des principales démarches de la recherche universitaire telle qu'on leur a enseigné la chose. Ensuite, s'initier aux traditions algériennes de la recherche universitaire. Ah ben c'est un peu spécial, cher, comme objectif. Pourquoi c'est un peu spécial? Vous savez que dans la réalité des faits, il n'y a pas de méthodologie unique. Pour les besoins de la pédagogie, pour les besoins de l'enseignement, il a fallu qu'on invente ce qu'on appelle par exemple la méthodologie en sciences humaines et sociales, la méthodologie scientifique. Mais la méthodologie en tant que telle, qu'est-ce qu'elle nous dit? En vérité, à chaque fois que vous avez un objet d'étude particulier, vous avez une méthodologie particulière. Pourquoi est-ce que j'ai mis tradition algérienne entre guillemets? Et là, je vous invite à reconsidérer la fonction, ou plutôt les valeurs des guillemets. Quand est-ce que je mets des guillemets? Soit je mets des guillemets parce que je veux attirer l'attention.
soit je mets des guillemets pour dire attention, cette expression ou ce mot, je le prends dans un sens particulier, une acception particulière. Contextualiser aussi. Soit je dis, j'utilise cette expression, mais je la mets entre guillemets parce que je n'y adhère pas. Mais puisqu'il n'y a pas d'équivalent, je la reprends. Ce n'est pas le cas ici. Hein. Il y a du réserve. Il y a des réserves, exactement. Mais tradition algérienne ici, pour dire que nous aussi en Algérie, nous avons une certaine manière de faire. Et cette manière de faire, comment est-ce que nous le savons? C'est tout simplement le fait, parce que nous avons adopté non plus une approche scientifique, pas encore une approche systémique, mais une approche synthétique, qui nous permet de déceler d'ici de là une manière de faire algérienne. Et là, j'attire votre attention sur une chose. Lorsque nous proposons des sujets de mémoire ou de doctorat, il y a beaucoup de sujets qui ont été traités. Il y a beaucoup de sujets qui ont été répétés. Mais personne n'a pensé, par exemple, à faire une synthèse, ce qu'on appelle la revue des revues. Se dire, par exemple, écoutez, M. Farhat, dans le cadre des mémoires de l'ENS, il a vu, par exemple, que eux, ce qui les intéresse en particulier pour des raisons pragmatiques, c'est le manuel, par exemple, qui est en cours, et puis il fait une recherche sur un moteur de recherche, il navigue, et là, il voit que beaucoup de mémoires ont porté sur les manuels. Mais personne n'a pensé à synthétiser les résultats de ces différents mémoires. C'est ce qui serait beaucoup plus intéressant. Pourquoi? Parce que c'est à partir de cette synthèse-là que vont découler ces traditions algériennes. Nous avons peut-être une spécificité et nous l'ignorons. Au lieu de ranger tout simplement les mémoires sur des étagères des bibliothèques qui ne seront pas consultées ou alors dans le tiroir de nos bureaux. Ensuite, reconnaître aussi par conséquent, puisque si nous avons tradition algérienne, les normes algériennes de la recherche universitaire. Nous avons des normes, mais elles ne sont pas explicites. Il faudrait peut-être les expliciter davantage. Il faudrait que les Algériens eux-mêmes en prennent conscience. Et puis s'ouvrir, par conséquent, aux pratiques algériennes, vous voyez, de la recherche universitaire. En tradition, qui repose sur des normes, et ces normes elles-mêmes qui reposent sur des pratiques. Donc pratiques, normes et traditions, dans le sens inverse. Les normes internationales. Je donne les normes internationales. Mais, c'est-à-dire pour ce Non, sérieusement. Qui vous dit que les normes internationales sont j'allais dire, adaptées correctement à nos besoins? Parce que si on se contraint, si on s'impose uniquement les normes internationales sans vouloir les dépasser, eh bien nous n'irons pas loin. Pourquoi est-ce que la science, elle avance? Pourquoi est-ce qu'il y a un progrès scientifique? Parce qu'il y a toujours ce qu'on appelle les paradoxes. Paradoxa, aller au-delà des croyances. C'est parce que tout simplement, je ne respecte pas, entre guillemets, sur certaines normes, que je peux avoir une vision beaucoup plus claire et beaucoup plus juste des choses. Parce que si je respecte les normes dans l'absolu, eh bien c'est contraignant. C'est comme tout simplement si j'avais les mains liées. Donc, et n'oubliez pas, au départ, qu'est-ce que je vous avais dit? Allier la liberté d'initiative au devoir imposé. Monsieur Khanon, oui. C'est-à-dire les normes. Les normes, c'est une question de spécificité et non pas de teneur. Exactement. Exactement. Mais n'oubliez pas que les normes aussi, ce sont des repères. C'est une manière de procéder. Parce que nous ne pouvons pas le faire à l'aveuglette comme cela. Nous avons besoin de rigueur scientifique. Les algériens ne signifie pas plus facile que... Non, pas forcément. Pas du tout. Pas du tout. C'est la spécificité. Est-ce que toutes les branches permettent cette souplesse? Justement, c'est une souplesse dans les pratiques, dans les normes. C'est à vous de l'apprendre. En tant qu'enseignant-chercheur, vous devez prendre... Qui demandent justement cette rigueur. Non, vous devez assumer cela. Écoutez, quelle est la différence entre un mémoire de master et une thèse de doctorat? Le mémoire de master, ce qu'on attend de nos étudiants, c'est qu'ils soient capables, par exemple, de mettre en application tel ou tel concept, telle ou telle théorie. Oui. Mais dans la thèse de doctorat, ce qu'on attend d'eux, c'est qu'il y ait innovation. Oui. Mais l'innovation, ce n'est pas forcément apporter quelque chose d'inédit, c'est votre vision qui pourrait être inédite. La manière d'aborder la chose. Mais il faut prendre cette liberté. Parce qu'attention, si vous ne prenez pas cette liberté, il n'y aura pas justement cette quête incessante d'originalité de notre part.
Bien que votre prudent en ce qui concerne l'utilisation du terme originalité. Sauf qu'il faut assumer. Bien entendu, vous allez me dire, moi je suis en position de doctorant ou de doctorante. Mais n'oubliez pas que la responsabilité elle est partagée avec votre directeur de thèse, votre directrice de thèse. C'est une négociation. Le directeur n'a pas à imposer quoi que ce soit. Pas plus que le doctorant ou la doctorante. Donc c'est carrément une négociation entre les deux. On l'a dit tout à l'heure, à la fois communication, oui, c'est un contrat formatif. Maintenant, si nous avons des objectifs généraux, nous avons aussi des objectifs spécifiques. Et en l'absence d'objectifs spécifiques, les objectifs généraux ne peuvent pas être concrétisés. Ils sont irréalisables. Pour quelle raison? Parce que finalement, quelle est la différence entre l'objectif spécifique et l'objectif général et spécifique? En fait, si nous relisons les objectifs généraux, on a l'impression que nous sommes toujours dans le domaine de l'abstrait. Et pour passer au concret, nous devons les spécifier. Donc l'un, c'est une dimension abstraite, et l'autre, c'est beaucoup plus une dimension concrète, beaucoup plus pratique. Et là, pour les objectifs spécifiques, il s'agit de définir son sujet de recherche. Et ce qui est intéressant, pourquoi tout à l'heure je vous avais dit avant de commencer mon intervention, ce qui m'intéresse, ce n'est pas de vous apprendre certaines choses, c'est de vous en rappeler la teneur. Vous voyez, vous les savez, mais vous les oubliez. Je vous avais dit que mon intention, c'est tout simplement d'adopter l'attitude d'un praticien réflexif, d'une pratique réflexive. Je réfléchis sur moi-même. Et avec M. Khalnour, on le dit très souvent, lorsque vous définissez un terme, qu'est-ce que vous faites? Vous dites proprement ce qu'il est. Et le verbe être, ce n'est pas simplement un verbe d'état, c'est aussi le verbe de l'absoluté. C'est le verbe de l'absolu. Mais en même temps, lorsque vous dites ce qu'une chose est, du même coup, vous êtes en train de dire ce qu'elle n'est pas. Oui, ce qu'elle n'est pas. Et parfois, c'est plus intéressant de s'intéresser à ce qu'elle n'est pas. Si, par exemple, je dis que cette chose, elle est noire, je n'ai pas beaucoup d'idées sur cette couleur. Eh bien, elle n'est pas noire, donc elle est d'une autre couleur. Donc je vais rechercher les autres possibilités. Donc définir, c'est à la fois délimiter, mais je dois sortir aussi de cette sphère. C'est-à-dire on va éviter la confusion. Oui. Définir, c'est aussi simplement formuler. Parce que formuler votre sujet, vous l'avez défini. Pourquoi? Mais parce que lorsque vous l'avez formulé de manière précise et exacte, c'est une définition puisque vous avez précisé ce qu'il est. Bien, ensuite, c'est délimiter son sujet de recherche. Vous devez le délimiter. Pour quelle raison? Parce que tout simplement, vous n'avez pas la possibilité ni l'énergie suffisante de l'aborder sous tous ses aspects. C'est-à-dire, par exemple, écoutez, moi je vais creuser à 50 cm de la surface. Moi j'ai des moyens. Je vais creuser à 100 mètres. J'ai des moyens. Je vais creuser à 1 km. Et tout à l'heure, qu'est-ce que nous avions dit? Nous avions dit que la méthodologie n'est pas un ensemble de recettes. Mais pourquoi est-ce qu'il y a évolution de la méthodologie? La méthodologie évolue parce que l'outil que vous utilisez évolue. Parce que chaque outil a une manipulation particulière. Et parce qu'il y a manipulation différente, donc je suis obligé d'avoir une méthodologie différente. Je veux observer l'infiniment petit. Est-ce que je peux le faire avec l'œil? Non. Je ne peux pas. On a commencé, on a fabriqué le microscope mécanique. Mais est-ce qu'il est aussi précis? Non. J'ai inventé un autre outil, le microscope électronique. Est-ce que je vais les manipuler de la même façon? Non. Est-ce que c'est le même degré d'exactitude et de précision? Non. Et par conséquent, donc j'aurai des méthodologies tout à fait différentes. Délimiter, c'est aussi prendre conscience de ses propres limites, de ses propres compétences. Parce que rappelez-vous, lorsque nous proposons des sujets à nos étudiants, que ce soit de master ou alors le doctorant, nous devons tenir compte de 3 paramètres. La faisabilité en termes de temps, est-ce que j'ai suffisamment de temps? La faisabilité en termes de documentation, est-ce que j'ai suffisamment de documents? Parce qu'attention, on le dit très souvent avec le professeur Khalnour, avoir trop de documents, c'est un embarras. C'est aussi embarrassant que d'avoir très peu de documents. Et le langage qu'utilisent nos collègues d'informatique, c'est qu'il faudrait éviter de tomber soit dans le bruit, soit dans le silence. Donc un juste équilibre. Bien, et enfin,
la faisabilité en termes de compétences personnelles. Peut-être que moi j'ai les compétences nécessaires pour aborder ce thème, pour le traiter. Maîtrise. Et ce qu'on oublie très souvent. Vous voyez donc faisabilité par rapport à ces trois éléments. Ensuite, déterminer et définir ses objectifs de recherche. Et oui, les déterminer, c'est les citer. Et les définir, c'est les formuler correctement aussi. Bien. Ensuite, arrêter sa démarche de recherche. Est-ce que ma recherche va être empirique? Est-ce qu'elle va être exploratoire? Est-ce qu'elle va être expérimentale? On l'a dit tout à l'heure, par exemple, lorsqu'on a fait la différence entre épreuve, expérience et puis essai. Que je recherche la qualité, la vérité ou l'usage. Vous voyez, tout cela, vous devez en avoir conscience. S'exercer aux techniques élémentaires de l'écrit. Les techniques élémentaires. Pourquoi élémentaires? Parce que ce sont les éléments basiques. Lorsque j'entreprends un travail de recherche, je dois au moins maîtriser d'abord trois choses. Je dois être capable de résumer. Je dois être capable de synthétiser. Je dois être capable de rendre compte. Entre autres, hein, ces trois-là déjà. Mais je vous pose la question, honnêtement. Si vos étudiants sont incapables d'écrire une phrase correcte, comment est-ce qu'ils peuvent résumer? Si vos étudiants sont incapables de rédiger un paragraphe correct, comment voulez-vous qu'ils puissent synthétiser? Si vos étudiants sont incapables de rédiger un compte-rendu, comment voulez-vous qu'ils se positionnent? Donc logiquement, on doit partir des éléments basiques. Et surtout, lorsqu'on délimite et on limite un travail, c'est une affaire de positionnement. Donc s'exercer aux techniques élémentaires de l'écrit, on a dit s'exercer. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, donc par l'intermédiaire. Donc la synthèse de documents, le référencement, donc note de bas de page. Et là, c'est vrai, pendant très très longtemps, selon la méthodologie traditionnelle, les notes de bas de page, elles servaient uniquement pour les références. Pour la référence exacte et complète. Alors qu'en vérité, non. Les notes de bas de page, ce sont des commentaires, ce sont des définitions, ce sont des interrogations que je vais formuler, que je vais mettre en bas de page pour ne pas alourdir mon texte principal. Mais ce qui est intéressant, c'est quoi? Si vous prenez par exemple mes propres articles au niveau de paradigme, ce que vous avez constaté, c'est que je consacre énormément de volume à ces notes de bas de page. Pour quelqu'un qui fait très attention, si vous voulez le faire, vous allez voir qu'en fait, j'ai tracé tout un parcours de lecture par l'intermédiaire de ces notes de bas de page. Mais à chaque fois que je vous donne un élément dans le corps du texte, je le justifie par la note de bas de page, une explication en plus, des précisions. Donc, l'insertion aussi de citation. Et l'insertion de citation, c'est un exercice très très difficile. Pour quelle raison? Parce qu'une citation n'appartient pas à votre texte. Vous l'avez extraite d'un premier texte original, authentique, pour le mettre dans un autre texte. Nous sommes en fin de compte, c'est ce que j'ai appelé à certains moments les fameux textes de Frankenstein. Vous avez un Frankenstein. Oui, citation d'un auteur, citation d'un autre auteur, citation, et on compile le tout. Et nous obtenons un monstre. C'est pour cela que les citations doivent être insérées correctement. Insérées, vous devez en connaître les stratégies argumentatives. Vous devez connaître les verbes introducteurs. Et vous savez, parfois, c'est ennuyeux chaque fois de trouver le même verbe. Il a affirmé, il a déclaré, il a dit, il a affirmé, il a déclaré, il a dit. Non, c'est une affaire de rhétorique, de style. C'est ce que nous devons apprendre à nos étudiants. Et puis le commentaire aussi. Pourquoi est-ce que j'ai mis, encore une fois, citation? Parce que lorsque vous citez un auteur, vous ne pouvez pas tout simplement le citer et passer comme cela. Non. Une citation, elle est toujours soit précédée, soit suivie d'un commentaire. Qu'est-ce que le commentaire? C'est un positionnement critique de votre part. C'est vous qui critiquez. Et c'est ce qu'on doit retrouver dans la revue de la littérature. Mais attention, lorsque je parle d'un commentaire, un commentaire, ce n'est pas forcément un texte développé. Non, un commentaire, ça pourrait être une expression. Un commentaire, ça pourrait être juste un petit paragraphe, deux paragraphes, une phrase, deux phrases. Mais il est interdit de faire se succéder
les citations, les unes à la suite des autres, sans qu'elles soient séparées par des commentaires. Non, on ne demande pas de cumuler les choses. Donc ça aussi, ce sont les détails des objectifs, et toujours, encore une fois, utiliser un verbe à l'infinitif, de préférence verbe d'action pour exprimer concrètement un objectif. Description du cours. Et oui, ce que nous oublions, ce sont les prérequis. Et là, par exemple, pour la méthodologie de la recherche universitaire, puisque ce sont les M1 des sciences du langage, donc vocabulaire des sciences du langage. Le lexique qui est court. Rappelez-vous tout à l'heure, qu'est-ce que nous avons dit? Vous devez faire la différence entre le vocabulaire libre et le vocabulaire contrôlé. Le vocabulaire libre, ce sont les mots courants que vous avez l'habitude d'utiliser au quotidien. Le vocabulaire contrôlé ou de spécialité, c'est dans le langage de votre spécialité. Parce que si vous n'utilisez pas ce lexique, il n'y aura pas de rigueur scientifique. Il n'y aura pas de précision, il n'y aura pas d'exactitude. C'est pas c'est le langage propre. Exactement, c'est un discours, c'est le discours lui-même. Donc vous en avez besoin. La grammaire de la phrase, vous allez dire pourquoi. Mais je vous l'ai dit, comment voulez-vous que je leur enseigne le résumé, la synthèse et le compte-rendu, sinon aucune connaissance préalable de la phraséologie, vous voyez, de la phrastique. Bien, la typologie des textes aussi. La typologie est en même temps le genre ou les genres de textes. Bien, donc ce sont des prérequis. Et par quel moyen on peut mesurer ce... Personnellement, M. Hermani, c'est ce que je fais à l'occasion des TD, des tests de TD. C'est-à-dire qu'au niveau, du cours, du CM, ce que je leur donne, ce sont les éléments attendus par rapport au programme, mais au niveau du TD, j'ai pris la responsabilité personnellement de leur rappeler ces éléments-là, par exemple. Ce que je disais la dernière fois. Dans une première science, on peut démarrer avec un test diagnostique. Oui, c'est ce qu'on peut faire, oui, exactement, un test diagnostique. Mais pas simplement cela. Parce que ce qui m'intéresse, je vous l'ai dit, ce n'est pas simplement de diagnostiquer, de voir quel est leur niveau. Au fond, je me suis dit, quel que soit leur niveau, ils en ont besoin. Pour une pratique, rappelez-vous ce qu'on dit à l'époque dans la licence classique, pratique systématique de la langue. C'est en fait ce que je recherche. Vous savez, des fois, nous faisons des exercices, je fais personnellement des exercices, nous avons l'impression que c'est bête, entre guillemets. Ou alors c'est futile, pas du tout. Le dernier exercice que je leur avais demandé de résoudre, par exemple, c'est quoi? Je leur ai proposé 20 phrases. Ces 20 phrases, je leur ai dit, écoutez, elles ont en commun le thème de la chasse, sauf qu'il y a des phrases qui vont concerner, plutôt qui vont défendre la thèse, la chasse est bénéfique. D'autres phrases, c'est la chasse est néfaste. Je leur ai donné un tableau en 4 colonnes. Pourquoi 4 colonnes? Parce que la première colonne, ce sont les arguments pour. La deuxième colonne, les arguments contre. Mais puisque j'ai 20 phrases, il y a certaines phrases qui pourraient servir au niveau de l'introduction. C'est la troisième colonne. Et des phrases qui pourraient servir au niveau de la conclusion. Et ce qu'on peut leur dire par la suite, c'est quoi? Les phrases que vous avez réservées pour l'introduction, écrivez l'introduction. Celles que vous avez mentionnées dans écrivez la conclusion. C'est des manières de leur assurer un suivi régulier. Ce que j'ai fait une fois aussi, lorsqu'on parle des fameux interférences linguistiques, les transferts linguistiques, etc., les faux frères en anglais. Je leur ai donné des phrases, des énoncés plutôt, dans lesquels nous avons des termes anglais qu'on retrouve dans l'énonciation en français. Je leur ai dit non, reformuler, mais en me redonnant tout simplement l'équivalent, le véritable équivalent français. C'est ce que l'Académie française cherche toujours. Non, mais pour quelle raison? Parce que M. Khanour et moi-même, nous sommes en train de défendre un concept important, la culture de la langue. C'est comme ça qu'on va forger la culture de la langue. Ça ne vient pas du néant, vous voyez. Bien, ensuite, les moyens pédagogiques, ça concerne essentiellement les équipements et matériels, donc tels que data show, les fiches signalétiques. Et puis, ça paraît bizarre, hein, j'enseigne la méthodologie de la recherche à partir de certaines caricatures. À partir de la caricature, oui, j'enseigne la méthodologie. Donc, en ce qui concerne les prérequis, c'est une explicitation première des attentes et des besoins. En ce qui concerne les moyens pédagogiques, eh bien, tout simplement, on nous demande à la fois de faire preuve d'innovation pédagogique et puis d'avoir une maîtrise acceptable de la technologie pour pouvoir utiliser correctement Moodle, PowerPoint, tout ce que vous voulez.